Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Nous sommes à 60 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis. Au sommaire, une Amérique déchirée, la question raciale et les violences qui embrasent la campagne électorale. Cette élection se résume-t-elle à un affrontement pour ou contre Donald Trump? Une Amérique blanche réactionnaire contre une Amérique progressiste et multiculturelle. Enfin, notre rubrique ce jour-là, l'élection de l'an 2000, quand la Cour suprême des États-Unis avait tranché en faveur de George W. Bush. Dans une soixantaine de jours, les électeurs des États-Unis choisiront de reconduire Donald Trump au pouvoir pour 4 ans, ou alors d'élire à la Maison-Blanche son rival démocrate Joe Biden. Choisir entre la lumière et les ténèbres, proclame Joe Biden. Choisir le chaos et l'apocalypse gauchiste, réplique l'actuel président. Dans une Amérique déchirée, nous essaierons de comprendre les ressorts de cette campagne totalement troublée, empoisonnée, cannibalisée par la question raciale. La semaine dernière, on a pu voir sur nos écrans cette nouvelle bavure policière dans une petite ville du Midwest, suivie de plusieurs nuits d'émeutes dramatiques qui ont fait 2 morts et plusieurs blessés graves. Et sur ces mêmes écrans, en même temps, on a vu un président imperturbable, sans un mot pour les victimes, un Donald Trump glorifié par son clan et présenté comme le seul à pouvoir sauvegarder l'ordre et les valeurs de l'Amérique blanche. Face à lui, le tandem Joe Biden-Kamala Harris entend rassembler les suffrages des millions d'Américains qui se sont mobilisés contre l'injustice raciale ou la défense du climat. Mélanie Ohayon. Avec Kamala Harris, Joe Biden va droit au but. Tu es prête à te mettre au travail? Oh mon Dieu, je suis plus que prête à me mettre au travail. Breaking news. This is history. Kamala Harris, le choix est historique. Première femme de couleur à figurer sur le ticket présidentiel d'un des 2 grands partis américains. En quelques jours, la sénatrice de Californie a réveillé la campagne du vétéran Biden. Greetings, America. À 55 ans, Kamala Harris accumule déjà les mandats électifs, d'abord comme procureur de San Francisco au début des années 2000, et puis comme procureur général de Californie, avant d'être élue au Sénat en 2016. Elle se forge une réputation de femme pugnace. Dans la course à l'investiture démocrate, elle n'avait d'ailleurs pas hésité à s'en prendre directement à Joe Biden. Je ne pense pas que vous êtes raciste, mais j'ai pris personnellement et c'était blessant. Le fait de vous voir parler positivement de la réputation de 2 sénateurs américains qui ont bâti leur réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays. Kamala Harris incarne cette Amérique métissée, fille d'immigrés, mère indienne et père jamaïcain. Après la claque de 2016, les démocrates entendent bien reconquérir l'électorat afro-américain latino, reconquérir les femmes et les classes populaires face à l'Amérique blanche de Donald Trump. L'actuel président a drapé l'Amérique dans les ténèbres bien trop longtemps. Trop de colère, trop de crainte, trop de division. L'heure est venue pour nous le peuple, de nous rassembler. Rassembler et réconcilier l'Amérique, réconcilier aussi les démocrates autour d'un seul objectif. La convention du parti à Milwaukee du 17 au 20 août dernier, virtuelle, pandémie oblige, a pris des allures de réquisitoire anti-Trump. Et l'ancienne First Lady a lancé les premières charges. Si nous avons un espoir de mettre fin à ce chaos, nous devons voter pour Joe Biden, comme si nos vies en dépendaient. Un camp démocrate, cette fois à l'unisson jusque dans l'aile gauche du parti, même Bernie Sanders. L'avenir de notre démocratie est en jeu. L'avenir de notre économie est en jeu. L'avenir de notre planète est en jeu. Nous devons nous rassembler, vaincre Donald Trump. Le combat rassemble aussi dans les rangs républicains, à l'image de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell ou l'ex-gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Tour à tour, il dresse un sombre bilan de l'ère Trump dans une Amérique endeuillée par la pandémie, embrasée par la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Au terme de cette grand-messe virtuelle, le coup de grâce est revenu à Barack Obama.
Depuis près de 4 ans maintenant, il n'a montré aucun intérêt à se mettre au travail, aucun intérêt à trouver un terrain d'entente, aucun intérêt à utiliser le pouvoir incroyable de son bureau pour aider qui que ce soit d'autre que lui et ses amis. Ce tir groupé du camp démocrate contre le locataire de la Maison-Blanche ne fait pas encore un programme de gouvernement. Bonjour madame, merci de nous rejoindre depuis Washington où vous êtes chercheuse invitée auprès de la Brookings Institution. Je le rappelle pour des téléspectateurs, c'est un des plus anciens laboratoires d'idées aux États-Unis et vous avez publié ce printemps des démocrates en Amérique. Célia Belin, ce ticket-là, ce tandem-là, est-ce que c'est le ticket gagnant? Oui, bonjour Marcel. Évidemment, on aimerait bien savoir si c'est le ticket gagnant. Il est vrai qu'actuellement, ils sont devant dans les sondages, au niveau national, à peu près de 7 à 8 points d'avance sur Donald Trump, ce qui est plus que Hillary Clinton au même moment en 2016. Mais bien sûr, la campagne la plus dure s'ouvre. Il reste encore 2 mois. Et il y a à la fois quelques contestations dans le camp démocrate en interne, mais surtout une bataille politique très dure, en pleine crise pandémique et économique. Et donc, c'est encore difficile de savoir comment ça va se passer. Une des questions qui se pose, c'est savoir si les démocrates vont capitaliser sur les succès enregistrés dans les élections à mi-mandat en 2018. Est-ce qu'il y a une dynamique positive là? Alors, on a un parti démocrate qui est vraiment rassemblé, qui en effet a beaucoup d'énergie sur le terrain. On a vu dans les élections de mi-mandat en 2018 qu'on a 8 millions de voix de plus pour les démocrates que pour les républicains. Et en grande partie, c'est du fait de la mobilisation après l'élection de Donald Trump autour de grands sujets de société, le climat, la cause des femmes ou encore contre les armes à feu, qui ont vraiment mobilisé les gens pour aller voter aux élections de mi-mandat. Mais est-ce que vous pensez que tous ces démocrates qui ont manifesté sous la bannière de Black Lives Matter ou pour la protection du climat, est-ce qu'ils vont tous voter, se déplacer pour Joe Biden et Kamala Harris? Alors, Joe Biden ne faisait pas partie de la vague progressiste qu'on a vue en 2018, en 2019. Évidemment, on pense plutôt à Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, ou alors à la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait fait vraiment bouger les lignes au Congrès depuis son élection en 2018. Et on a du mal à voir comment Joe Biden, qui est une figure ancienne de la politique, ça fait 47 ans qu'il est à Washington, comment est-ce qu'il peut vraiment porter ce mouvement? Et on l'a vu également, un mouvement qui est prononcé sur les questions antiracistes et qui dénonce le racisme structurel aux États-Unis. Donc Joe Biden n'est pas une bannière évidente, mais il a choisi Kamala Harris, qui est la première femme de couleur sur un ticket présidentiel. Et tous les deux espèrent pouvoir rassembler à la fois la base progressiste, mais aussi le centre et les indépendants. Alors, cela dit, c'est un pari parce qu'il y a encore des divisions au sein du Parti démocrate avec des gens frustrés que Joe Biden, finalement, n'aille pas si loin et modère ses propos pour pouvoir gagner la présidentielle. Dans la stratégie démocrate, est-ce qu'il s'agit plutôt de mobiliser l'électorat de couleur, l'électorat métis, qui avait un peu boudé Hillary Clinton il y a 4 ans, ou plutôt essayer de convertir ceux qui avaient donné leur voix à Donald Trump? Alors, il y a évidemment une double stratégie. Il faut d'abord rassembler le camp. Ce n'est pas seulement l'électorat métis, puisqu'il faut aussi aller chercher la jeunesse progressiste, donc encore une fois, celle qui s'est rassemblée derrière Bernie Sanders. Et ça, Joe Biden l'a fait, notamment en négociant une plateforme politique pour le Parti démocrate, qui est une plateforme de consensus entre les progressistes et les modérés, et qui est sortie au mois de juillet, où on voit des positions politiques donc, qui sont franchement plus à gauche que d'habitude. Ensuite, il faut aller chercher l'électorat métis. C'est là où Kamala Harris joue un rôle. On sait que les femmes noires en particulier votent à 98% pour le Parti démocrate. Donc c'est vraiment un bloc politique qu'il faut aller chercher puisque chaque femme noire de plus qui va voter, c'est quelqu'un qui vote pour Joe Biden.
Et dans le même temps, on l'a vu très bien à la convention démocrate qui s'est tenue virtuellement il y a 2 semaines. Joe Biden essaie d'avoir un message d'unité, un message qui rassure. Donc, il a mis en avant des élus républicains, des indépendants, des anciens électeurs de Donald Trump qui maintenant sont passés dans son camp. Donc, c'est toute cette stratégie qu'il essaie de mettre en place pour avoir une coalition la plus large possible, finalement, en allant de la base progressiste jusqu'au centre républicain. Avant de poursuivre, Célia, on va rejoindre notre correspondant aux États-Unis, le témoin de ce fossé béant dans la société américaine, ce fossé qui s'est encore creusé dans la petite ville de Kenosha après les émeutes et cette bavure policière qui laisse un père de famille noire paralysé. On se retrouve juste après. Ce qui frappe ici, c'est la montée de la colère qui s'exprime avec de plus en plus de violence. Colère d'un côté des manifestants de Black Lives Matter qui ne supportent plus les bavures et le manque de volonté politique de réformer la police, mais colère aussi des partisans de Donald Trump qui ont peur de l'insécurité et qui manifestent, eux, leur solidarité avec les forces de l'ordre. Alors ce sont 2 visions diamétralement opposées, de bulles d'opinion qui ont de plus en plus de mal à se parler. On les voit vraiment, ces manifestants, se hurler dessus sur le terrain. Le désordre, un atout pour Trump? Ben oui, ce climat peut servir la réélection de Donald Trump. Ça s'inscrit parfaitement dans sa rhétorique sur la loi et l'ordre. Alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que finalement ces événements interviennent durant la présidence de Donald Trump, sous sa responsabilité. Mais le président rejette toute responsabilité. Il estime que ce sont les maires démocrates, les gouverneurs démocrates qui sont responsables, selon lui, de ce chaos. Alors, cette rhétorique des républicains, elle s'adresse en particulier aux banlieues où Donald Trump a perdu des points à cause de sa gestion du Covid-19 et il espère refaire son retard en appuyant sur cette thématique de l'insécurité qu'on sent vraiment monter du côté des républicains. Prochaines échéances? Les prochaines échéances, ce sont évidemment les 3 débats qui vont opposer Joe Biden à Donald Trump à partir de fin septembre et puis aussi le débat entre le vice-président Mike Pence et Kamala Harris. Alors, dans ces débats, on attend Joe Biden au tournant. On connaît l'habileté de Donald Trump pour déstabiliser ses adversaires en débat. Et puis, les autres échéances, eh bien, elles vont être dictées par l'actualité qui est très forte et qui va continuer à être très forte dans les 2 prochains mois avec les chiffres du Covid-19, de la pandémie, les chiffres du chômage et de la croissance économique, ou plutôt de l'absence de croissance économique. Et évidemment, le mouvement Black Lives Matter, les manifestations, les éventuels débordements, la répression policière, tout ça va nourrir cette présidentielle 2020. Est-ce que vous pensez que Joe Biden va faire le poids dans ces débats? On connaît l'habileté de Trump à déstabiliser l'adversaire. Il y a une inquiétude, bien sûr, pour Joe Biden face à ces débats, c'est qu'on a vu pendant les primaires démocrates que Joe Biden n'était pas particulièrement bon en débat. Son discours était souvent décousu, il a hésité sur quelques mots. Joe Biden, dans sa petite enfance, bégayait et on a encore quelques, parfois, petites tendances à l'hésitation sur certains mots qui pourraient donc le desservir. Mais il faut bien voir une chose, c'est que ce n'est pas vraiment le sujet, ni pour les soutiens de Donald Trump, parce que Donald Trump, finalement, lui aussi a des discours décousus, lui est dans l'agressivité, dans l'invective, il ne gagne pas vraiment les débats intellectuels et pas non plus pour les supporters de Joe Biden qui, eux, disaient on veut n'importe qui pour battre Donald Trump. Donc finalement, quelle que soit la performance de Joe Biden, ça fonctionnera. Les gens qui hésitent encore, je crois qu'ils se détermineront sur des sujets plus larges, sur le sujet de la situation actuelle en Amérique et pas forcément sur le résultat des débats dont on sait que depuis plusieurs cycles, les débats ont moins de poids dans l'élection présidentielle. Mais justement, est-ce que vous pensez, comme notre correspondant, que les émeutes, la violence, ces tensions extrêmes, presque jamais vues dans la société américaine depuis longtemps, ça va aider la campagne de Donald Trump?
Alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce niveau de tension politique aux États-Unis et ça fait évidemment penser aux années 60 avec le passage de Lyndon Johnson à Richard Nixon, ce moment où l'Amérique bascule dans des émeutes raciales suite à de grandes avancées sur le front des droits civiques. Et en fait, beaucoup de gens parlent d'un deuxième âge des droits civiques à travers la mobilisation de Black Lives Matter. On y est peut-être, et on y est peut-être parce qu'il y a une contre-réaction de l'Amérique qui a peur de cette évolution. Et Donald Trump l'a parfaitement compris ça et veut souffler sur les braises sur cette violence puisqu'il pense utiliser finalement la stratégie de Richard Nixon, qui est la stratégie de la loi et de l'ordre. Et en face, il va falloir que les démocrates arrivent à démontrer que s'ils sont élus, ce ne sera pas le chaos et au contraire, ce sera un moment de soigner l'Amérique après Donald Trump. Comment expliquer, ma question est double, comment expliquer que Trump ait mis ainsi la main sur le parti et comment expliquer qu'il fédère maintenant une extrême droite américaine, suprémaciste, raciste, enfin peu importe les adjectifs? Donc on voit, on vient d'en discuter, que ces violences viennent d'une frange qui s'est radicalisée. Elle s'est radicalisée des deux côtés. On a la gauche radicale et la droite radicale, mais elle est davantage radicalisée à droite et elle a des racines profondes dans le parti républicain qui prédate Donald Trump, puisque on le voyait déjà dans le Tea Party qui s'était violemment opposé à la présidence de Barack Obama, peut-être aussi pour des raisons raciales. Et Donald Trump, finalement, a su très bien saisir le moment et devenir l'incarnation de cette frange suprémaciste d'extrême droite, on peut le dire. Et la raison pour laquelle il a vraiment, maintenant, il domine dans la politique de droite, c'est que 90% des électeurs du Parti républicain aujourd'hui le soutiennent de manière fervente. On sait que c'est un taux de soutien qui est inégalé. Même Ronald Reagan n'avait pas ces taux de soutien au sein du Parti républicain. Ma dernière question, Donald Trump accuse les démocrates via le vote par correspondance de tricherie, laisse entendre même qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat du vote. Est-ce que c'est du sérieux? Alors on a un problème cette année très profond, c'est qu'il y a le double débat du vote par correspondance et du vote en présentiel pendant une pandémie. Les démocrates poussent pour une généralisation du vote par correspondance et Donald Trump crie à la fraude en disant qu'on ne pourra pas vérifier et contrôler. Tout ça est une vaste manipulation puisqu'on sait que le vote par correspondance est possible dans une situation de pandémie. Il serait même souhaitable. Simplement, c'est les États qui décident et donc tous les États auront des procédures différentes et on pourrait avoir en effet un très grand cafouillage au moment de l'élection. Or, on sait que les gens qui vont se déplacer le jour de l'élection seront davantage des supporters de Donald Trump et ceux qui votent par correspondance davantage des supporters de Joe Biden. Et donc, le risque principal aujourd'hui qui est beaucoup évoqué, c'est de savoir si le 3 novembre, on pourrait avoir des résultats, des premiers résultats très favorables au président Trump, qui ensuite seront contestés dans les jours suivants par l'arrivée de multiples bulletins arrivant par la poste. Or là, dans ce cas-là, Donald Trump aura beau jeu de dire « on me vole l'élection, c'est le système, c'est l'État profond, comme il l'a souvent dit, qui me vole l'élection ». Et là, on pourrait rentrer dans une zone d'instabilité très inquiétante. Et il faut savoir si les institutions, et en particulier le Congrès et la Cour suprême, tiendront le cap et arriveront véritablement à valider de manière démocratique cette élection qui est plus importante que jamais. Affaire à suivre donc. Merci Célia Belin. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. Bonne fin de journée à vous. Merci. Merci Marcel. L'économie américaine affichait une santé insolente dont Donald Trump pouvait s'attribuer les mérites. Mais c'était avant les ravages du coronavirus. Aujourd'hui, les États-Unis sont officiellement en récession et tentent d'absorber le choc à coups de plans de relance faramineux. C'est notre rubrique. Mais encore, Mélanie Hayon avec au montage Guillaume Fialip. En visite dans une entreprise agroalimentaire, Donald Trump annonce une nouvelle aide d'urgence d'1 milliard de dollars en direction des agriculteurs. We got it up to a total
Je suppose que nous sommes maintenant à 34 milliards de dollars. Personne n'a jamais vu de tels chiffres. Au total, Washington a débloqué un gigantesque plan de relance de 3 000 milliards de dollars, soit l'équivalent environ du PIB du Royaume-Uni. Surenchère côté démocrate, le candidat Joe Biden promet d'injecter 700 milliards de dollars supplémentaires s'il est élu président. Un même objectif pour les deux camps, relever à tout prix l'économie de la plus grande puissance mondiale, entrée officiellement fin juillet en récession. Après une croissance continue sous l'ère Trump jusqu'à l'arrivée du Covid en février, le PIB des États-Unis s'est effondré de près de 33% sur le deuxième trimestre. Le chômage était tombé à un niveau historiquement bas. Avec les mesures de confinement, il a bondi en avril à un taux jamais vu depuis près d'un siècle, près de 15% de la population active. Plus de 30 millions d'Américains se sont retrouvés sans emploi au plus fort de la crise. Comme ici à New York, beaucoup ont dû compter sur les banques alimentaires. Même si le pays entrevoit un léger mieux, des pans de l'économie réelle restent sinistrés, commerce, aviation, loisirs, et pourtant les valeurs boursières flambent. Le Nasdaq bat de jour en jour des records historiques. Et le Dow Jones à New York est en passe de récupérer toutes ses pertes par rapport au début de l'année. Les investisseurs visiblement sont optimistes. Ils misent déjà sur le redémarrage et sur un réchauffement des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Le redémarrage finira bien par arriver. Les relations avec la Chine, c'est une affaire certainement plus compliquée. Le président Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait contester le résultat des présidentielles et que la vérité du suffrage pourrait mettre des mois avant de tomber à cause, selon lui, des tricheries du vote par correspondance. La bataille électorale pourrait donc se prolonger bien au-delà du 3 novembre, tout comme en l'an 2000. Il avait fallu alors attendre 5 semaines pour connaître le vainqueur, Elsa Anguinolfi. Madame, monsieur, bonjour. Il est à l'heure qu'il est minuit à New York et Washington et l'Amérique n'a toujours pas de 43e président. Les deux candidats sont au coude à coude. Ce jour-là, le 8 novembre 2000, la fermeture des bureaux de vote ne met pas fin au duel entre le candidat républicain George W. Bush et le démocrate Al Gore. Je suis en politique depuis très longtemps, mais je ne crois pas qu'il y ait jamais eu une nuit comme ça. Il y a juste une heure, des chaînes de télé ont donné la victoire au gouverneur Bush. Il apparaît maintenant que cette annonce était prématurée. Côté républicain, on fête pourtant presque déjà la victoire. Nous espérons et nous croyons que nous avons élu le prochain président des États-Unis. Tout se joue dans l'État de Floride. Selon le premier décompte, moins de 2000 voix séparent les deux concurrents en faveur du camp républicain. Les démocrates réclament des recomptages de bulletins et s'attaquent à la fiabilité de vieilles machines de vote à perforation. À cause de ce qui est en jeu, cette affaire doit être résolue rapidement, mais de manière posée et sans précipitation. Une bataille politico-juridique s'engage alors que les partisans des deux camps descendent dans la rue. On se prépare peut-être à renvoyer notre cas devant la Cour suprême. Le coup près tombe dans la nuit du 12 décembre. La Cour suprême tranche en faveur du camp républicain. Après 5 semaines d'une lutte acharnée, George W. Bush devient le 43e président des États-Unis. Si vous souhaitiez prolonger cette émission chez vous, je vous recommande bien sûr la lecture du livre de notre invitée, Célia Belin, Des démocrates en Amérique, l'heure du choix face à Trump, publié ce printemps aux éditions Fayard.
Vient de paraître aussi Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, une biographie et un portrait de celui qui porte les espoirs du Parti démocrate sous la plume de la journaliste Sonia Dridi, et c'est paru aux éditions du Rocher. À voir ou à revoir l'émission C'est dans l'air du 25 août dernier pour mieux comprendre les ressorts, les angoisses de l'électorat prêt à voter ou revoter pour Donald Trump, quoi qu'il en soit. Extrait. Avant même 2040, l'Amérique sera un pays composé majoritairement de minorités. Et la population blanche représentera moins de 50% de la population totale américaine. Donc il y a cette angoisse qu'on peut caractériser de culturelle. Identitaire, voilà, c'est vraiment une crise identitaire. Et puis, si vous avez l'occasion de voir le film formidable de Raoul Peck consacré à l'écrivain homosexuel noir James Baldwin, ça vaut la peine. I am not your Negro, je ne suis pas votre nègre, est accessible sur le site de la chaîne Arte. La semaine prochaine, décryptage d'un pays à l'agonie et d'un peuple en colère, le Liban endetté, appauvri, assommé par la terrible explosion dans le port de Beyrouth le 4 août dernier. D'ici là, une très belle semaine à vous tous. Merci de votre fidélité sur la RTS et sur TV5 Monde, notre partenaire, qui vous permet de nous suivre à Beyrouth, à Washington et partout à travers le monde. À bientôt.